Donc, je vais commencer par un rappel du processus d'homologation en Europe et en France, ce qui concerne les produits de protection des plantes, donc les PPP, et je vais raccrocher ça à ce qui se passe pour le cuivre. Donc, dans le processus qui est en cours d'autorisation, quand on parle du cuivre, on parle en fait, de tous les composés du cuivre, qui sont hydroxyde de cuivre, oxychlorure de cuivre, oxyde de cuivre, bouillie bordelaise et le sulfate de cuivre très basique. Donc quand on parle de cuivre, on parle de tout ça. Et donc c'est ce que l'Europe appelle les substances actives. Alors, grosso modo, il y a deux grandes étapes pour l'homologation des PVP. La première étape, c'est l'autorisation de la substance active. Donc cette étape se passe à l'échelle européenne. Donc c'est l'Europe qui gère ça, et après les substances actives sont autorisées à l'échelle européenne. Par contre, les pays ont le choix de décider par eux-mêmes s'ils autorisent sur leur territoire cette matière active et d'en décider les conditions d'utilisation. Et à cette échelle nationale, les autorisations se passent par produit, alors qu'à l'échelle européenne, on parle de la substance active, et donc pas des produits formulés comme le cocide, les bouillies bordelaises. Donc là, ça reprend un peu ce que je vous ai dit. Donc il ne faut pas oublier, première étape, c'est d'avoir l'autorisation de l'Europe pour utiliser la matière active, et ensuite on passe à l'échelle nationale pour pouvoir utiliser des produits. En bio, on a une étape supplémentaire, il faut que la substance active soit listée sur l'annexe 2 du règlement CE 889-2008. Alors, on rentre un petit peu plus dans le détail du processus d'homologation. Donc là, on est à l'échelle européenne, parce qu'on parle de la substance active, donc dans notre cas, des composés du cuivre. Donc comment ça se passe? Il y a un pétitionnaire qui va déposer un dossier qui est assez conséquent, et il va le déposer dans le pays qui a été désigné par l'Europe comme étant le membre rapporteur par rapport à ce dossier. Ça évite que tous les pays aient à se pencher sur le dossier. Donc un État, et il y a un deuxième État aussi qui est désigné comme co-rapporteur, étudie le dossier. Donc dans le cas du cuivre, c'est la France aidée par l'Allemagne. Donc mon pétitionnaire va déposer son gros dossier en France. Donc là, en France, l'organisme qui est désigné pour travailler sur ça, c'est l'ANSES, va étudier le dossier déposé et va écrire un rapport qui s'appelle un Draft Assessment Report, bon, version courte c'est DAR, et en français, c'est les conclusions qui tirent de l'étude du dossier déposé. Ce dossier écrit par le membre rapporteur, donc dans notre cas la France, va être envoyé à l'Europe, donc à l'organisme qui s'appelle l'EFSA, donc c'est l'organisme qui est en charge de la sécurité alimentaire pour l'Europe. Et là, l'EFSA va étudier le dossier écrit par la France. Et là, c'est ce qu'on appelle revue par les pairs, et l'EFSA va écrire des conclusions. Ces conclusions de l'EFSA partent à la Commission européenne, et la Commission européenne lit ces conclusions et écrit ce qu'on appelle un review report. En gros, c'est le projet de texte qui va permettre l'autorisation de la substance active en Europe. Ce projet de texte est soumis au vote, et si le vote est concluant, la substance active est inscrite sur l'annexe 1, et l'annexe 1 regroupe toutes les substances actives autorisées en Europe. Une fois que la substance active est autorisée à l'échelle européenne, les firmes qui ont des produits contenant la substance active peuvent demander d'homologuer leurs produits dans chaque pays qu'ils souhaitent, et pour les usages qu'ils souhaitent. Donc, ils refont un dossier, où là, on ne parle plus de la substance active, mais du produit formulé. Dans ce dossier, il y a toutes les données d'efficacité, des données écotoxicologiques, les conditions d'emploi, la dose, enfin, tout plein d'informations. Et donc là, dans notre cas franco-français, il dépose le dossier à l'ANSES. Et donc l'ANSES étudie ce dossier et va émettre un avis scientifique. D'abord, est-ce qu'ils sont d'accord avec les conditions d'emploi préconisées par la firme, ou des choses comme ça.
Donc la nouveauté depuis 1 ou 2 ans, c'est que c'est aussi l'ANSES qui va finalement étudier ces avis scientifiques et décider de délivrer une AMM, donc une autorisation de mise sur le marché, pour ce produit-là. Donc en fait, les décisions d'AMM sont basées sur une étude impact-bénéfice du produit. Donc ça paraît très lourd, tout ce processus, mais alors pourquoi ce processus a été mis en place? C'est parce que quand même pour chaque association de produits et d'usages, vous savez bien qu'un produit peut être utilisé pour plusieurs usages, plusieurs cultures, plusieurs cibles. Pour chaque association produit-usage, on se pose la question de est-ce que ce produit est vraiment efficace? Est-ce qu'il y a un risque pour le travailleur de l'utiliser? Est-ce qu'il y a un risque pour l'environnement qu'on utilise ce produit? Et est-ce qu'il y a un risque pour le consommateur? Donc forcément, ça fait beaucoup d'informations. Donc là, on était un peu dans le cas particulier. Je vais resserrer sur ce qui se passe pour les composés du cuivre. Donc vous avez vu que comme le travail est très conséquent pour l'autorisation d'une substance, tous les acteurs principaux des fournisseurs de cuivre en Europe se sont regroupés. Donc la liste des entreprises est présentée, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais en gros, ils mettent en commun leur capacité, leur argent pour monter ce dossier, parce que ça demande beaucoup d'études. Et c'est eux qui déposent, c'est la task force cuivre qu'on appelle, qui va déposer le dossier pour l'autorisation des composés du cuivre. Donc les composés du cuivre ont une particularité, c'est que c'est une substance active qui est sur la liste des produits candidats à la substitution. Alors pourquoi? Parce qu'elle a 2 caractéristiques sur 3 qui posent problème à l'Europe. C'est que c'est une substance active qui est persistante, vous savez bien, le cuivre s'accumule dans les sols, et toxique en particulier pour les organismes aquatiques. Donc quand une substance active est sur cette liste, l'Europe dit voilà, il va falloir réfléchir quand même à trouver une autre solution. Donc ça n'empêche pas qu'elle puisse être réapprouvée, hein, cette substance active, mais si elle est réapprouvée, elle ne le sera que pour une période de 7 ans, au lieu de 10 pour les autres substances actives qui ne sont pas candidates à la substitution. Donc dans notre cas du cuivre, si elle est réapprouvée, donc la décision sera connue en 2018, elle le sera pour la période 2018-2025. Donc en 2025, on reprend l'histoire au départ. Et donc, pour les firmes qui ont déposé des demandes d'AMM à la France, donc là on parle de produits formulés, quand ça a été fait après le 1er août 2015, vous verrez pourquoi en 2015, elle rentre dans un autre processus d'évaluation, c'est-à-dire que l'ANSES prend une autre procédure pour évaluer le dossier, et c'est l'évaluation comparative, donc c'est justement pour voir si on n'a pas des solutions qui permettent de remplacer le cuivre. Bien évidemment, il y a des solutions seraient plus sûres. Donc on connaît tous les difficultés de trouver quelque chose pour substituer le cuivre qui soit au moins aussi efficace. Alors, on arrive au gros morceau. C'est un peu petit. Je vais reprendre le déroulé. Alors vous allez voir qu'il y a eu pas mal de rebondissements. Alors, comment lire la diapositive? En bas, c'est tout ce qui concerne l'échelle européenne. Donc c'est pour l'autorisation du cuivre en général, et la moitié supérieure, c'est ce qui passe en France pour l'autorisation des produits formulés. Donc on va commencer par regarder la partie inférieure. Le cuivre, à ce jour, on a le droit de l'utiliser parce qu'il a été autorisé en décembre 2009. Il a été réapprouvé en décembre 2009. Donc à l'époque, l'Europe suivait la directive 91/414, qui est plus d'actualité. Et donc en décembre 2009, l'Europe a dit OK pour le cuivre, mais ce pour une durée de 7 ans. Donc c'est-à-dire que l'autorisation expirerait au 30 novembre 2016. L'Europe a dit OK pour le cuivre, à condition de nous fournir des données complémentaires. Donc voilà. Et après, deuxième condition, c'est aussi d'avoir une mise en place d'un programme de surveillance des zones concernées par les problèmes de toxicité du cuivre. Donc très bien, les pétitionnaires ont pris note. Donc en novembre 2011, ils ont soumis les données complémentaires à l'Europe. Et dans ces données complémentaires a été mis en avant les risques liés à l'inhalation
des composés du cuivre, et sur les organismes non cibles et aquatiques. Donc, l'ANSES a pris connaissance de ces données fournies par le pétitionnaire, et en juillet 2012 a sorti ses conclusions. Et dans ces conclusions, le gros point majeur, c'était attention, avec le cuivre, on a un risque vers de terre quand on applique plus de 4 kg par hectare et par an de cuivre. Donc, si vous vous rappelez, la membre rapporteur envoie sa conclusion à l'Europe, donc à l'EFSA. Et donc, l'EFSA a pris connaissance du point de vue de l'ANSES et a dit, bon, moi je pense que les données que vous avez dans votre dossier ne sont pas suffisantes pour estimer, évaluer le risque à long terme sur les vers de terre et les oiseaux qui mangent les vers de terre, et surtout les organismes non cibles. Donc moi, l'EFSA, je dis la dose de 4,5 kg de cuivre par hectare et par an est acceptable. Donc en décembre 2013, la Commission européenne voyait que ça n'allait pas être facile de tenir les délais, donc a décidé de reporter l'autorisation du cuivre au 31 janvier 2018. Donc on était au 30 novembre 2016. En mars 2014, la Commission européenne devait lire le rapport de juin 2013 de l'EFSA et conclure sur comment est-ce qu'on met une dose limite de cuivre. Est-ce qu'on applique cette dose limite de 4,5 kg par hectare et par an ou pas? La Commission européenne ne s'est pas décidée. Donc, statu quo, rien ne bouge. En mai 2014, la Commission européenne demande quand même la mise en place d'un réseau de surveillance sur les sols fragiles, donc qui est plus complet que celui qui était demandé en 2009, parce qu'il va aussi prendre en compte la biodisponibilité du cuivre. Vous savez que le cuivre est plus ou moins disponible suivant l'acidité, donc prendre ce paramètre en compte. Alors, on va s'arrêter pour le moment en 2014. Pendant ce temps-là, en France, en 2009, le cuivre était donc réautorisé. Donc, les firmes pouvaient déposer leur dossier de réhomologation pour leurs produits. Donc, cette période est assez longue parce qu'elle s'est allée de décembre 2009 à mai 2014. Donc, les firmes avaient 4 ans et demi pour déposer tous leurs dossiers. Voyant que ça ne bougeait pas assez vite du côté de l'Europe, la France a décidé de reporter la date limite pour déposer les dossiers d'homologation. En juillet 2015, donc la task force, toutes les entreprises liées au cuivre, ont redéposé un dossier pour faire réautoriser le cuivre à l'échelle européenne, donc en juillet 2015. Pour vous donner une idée, ce dossier fait 40 000 pages. Donc, comprenez un peu les délais des fois pour instruire les dossiers. Donc c'est toujours la France et l'Allemagne qui travaillent ensemble sur le dossier. Et donc dans ce dossier, la task force dit, nous on pense qu'il faut garder 6 kg par hectare et par an d'apport de cuivre, et on peut lisser sur 5 ans. Donc voilà ce qui est demandé par la task force. En janvier 2016, donc l'ANSES, pendant ce temps-là, entre juillet 2015 et janvier 2016, l'ANSES a lu et pris connaissance du dossier, mais trouve qu'il manque des données. Donc elle écrit à la task force, et la task force fournit les données complémentaires en novembre 2016. En août 2016. En octobre 2016, l'ANSES avait à son goût assez de données et écrit ses conclusions. Vous savez, le rapport qui va partir à l'EFSA après. Et donc, dans ses conclusions, l'ANSES dit il y a toujours un risque non acceptable quand on met plus de 4 kg de cuivre par hectare et par an. Donc là, vous voyez, c'est les conclusions qui datent d'octobre 2016. Donc c'est les dernières en date. On n'a toujours pas de 6 kg ni de moyenne lissée. Et l'ANSES dit qu'il y a toujours un risque vers de terre et pour les organismes non cibles. Donc là, c'était la dernière étape qui nous est arrivée. Il y a quinzaine de jours, l'EFSA a ouvert une consultation publique qui se ferme le 5 avril, donc il y a 3 semaines pour se prononcer sur le dossier.
Et donc l'EFSA devrait sortir ses conclusions pour mars-mai 2017, si tout se passe bien, c'est le calendrier prévu. Et donc l'EFSA rédigera son rapport, et pour janvier 2018, le rapport sera mis en vote à la Commission européenne. Et là, on saura si le cuivre est autorisé en Europe et sous quelles conditions. Pendant ce temps-là, en France, donc, comme on l'a dit précédemment, la France avait repoussé jusqu'à septembre 2015 pour le dépôt des dossiers d'homologation de produits. Et la prochaine étape à l'échelle française, c'est janvier 2018, quand les composés du cuivre seront de nouveau autorisés. Et donc là, on reprendra un cycle pour autoriser des nouveaux produits ou des anciens produits arrivés à échéance en France. Donc on voit bien qu'avec ce problème de calendrier européen qui a été décalé, on a une période là entre septembre 2015, j'ai pas le truc, entre septembre 2015 où on ne pouvait plus déposer de dossier, et janvier 2018 où là on aura les conditions et les règles d'application et d'utilisation du cuivre. Il y a un vide, donc c'est un peu statu quo, et on attend les nouvelles. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop perdu. Donc si je reprends en fait pourquoi c'est si long et c'est si flou et qu'on n'a pas forcément de nouvelles précises, je reprends un peu les points qui bloquaient pour l'autorisation du cuivre. Donc avant juillet 2015, c'est quand la Task Force Cuivre a redéposé son dossier là, de 40 000 pages. Le problème pour l'Europe, c'était en particulier des risques d'absorption cutanée. Parce que les études les résultats d'études qui étaient dans les dossiers disaient que, paradoxalement, moins on avait une bouillie concentrée, plus on avait un risque d'absorption cutanée et donc un risque travailleur. Donc quelles ont été les conséquences de ça? C'est qu'on a réduit certains produits ont pu voir leur dose par application réduite. Notamment, on entend souvent parler du cas du cocide, l'hydroxyde, et on entend souvent un bruit qui court comme quoi les hydroxydes vont avoir leur quantité par application réduite. Alors c'est pas une histoire d'hydroxyde ou pas hydroxyde, en fait c'est parce que la firme qui a le cocide, quand elle a déposé son dossier, elle utilisait un volume de bouillie hectare assez élevé, et donc avec un volume de bouillie hectare on avait une faible concentration, et donc on était dans le pire cas apparemment pour les risques travailleurs. Donc sur ces conclusions, c'est pour ça que la dose du cocide avait été diminuée. Donc tout dépend en fait comment la firme construit son dossier. Et c'est pas un problème de type de cuivre ou quoi que ce soit. Avant juillet 2015, donc, il y avait aussi le problème des 4 kg de cuivre par hectare et par an à ne pas dépasser par rapport au ver de terre. Et donc de ces deux points, l'ANSES disait que de toute façon, les futures doses homologuées prendraient en compte une dose par hectare et par application et un nombre d'applications maximum par an. Et tout ça devait arriver à une quantité de cuivre qui ne dépasserait pas 4 kg par hectare et par an. Donc les conséquences de ce calcul, en fait, c'est que si la firme dépose une demande d'homologation pour un produit avec, par exemple, 10 applications maximum par an, on va se retrouver avec une dose par application plus faible. Alors que si elle dit, ok, moi mon produit, je peux l'utiliser que 3 fois par an, j'aurai le droit d'en mettre plus par application. Donc ça, c'était avant le redépôt. Et donc là, on est après le redépôt, donc juillet 2015. Les nouvelles études pour les problèmes de risque travailleur à cause de l'absorption cutanée, donc apparemment ça a disparu, donc les nouvelles données ne vont pas dans le sens des précédentes, et ce risque ne fait pas partie, à ma connaissance, des dernières conclusions d'octobre 2016 dans le DAR émis par l'ANSES. Bon, ça on en a parlé, hein, du problème des calendriers qui se chevauchent, et que pendant ce temps-là, en France, on est bloqué parce qu'on ne sait pas ce que l'Europe veut. Et donc là, on est toujours dans une phase de finalisation du dossier cuivre parce qu'il y avait des données qui manquaient. Bon, l'objectif quand même de tout ça, c'est quand même
on veut consolider et être sûr que l'évaluation du risque pour la santé humaine est juste et la plus juste possible. Et après, en attendant, vu qu'ils ont du retard, les AMM actuels sont prolongées et restent autorisées dans les conditions pour lesquelles elles ont été autorisées jusqu'à présent. Un autre, pour rajouter un petit peu au problème, c'est long aussi parce que la task force n'est pas d'accord avec les méthodes de l'Union européenne par rapport au cuivre, parce que pour évaluer les risques toxicologiques, on ne fait pas forcément des études vraiment avec des petites bestioles, il y a des modèles qui sont utilisés. Et donc en fait la task force avance que les modèles utilisés par l'Union européenne, qui sont tout à fait valables pour des molécules chimiques un peu plus classiques, ne le sont pas pour le cuivre qui est un métal. Et donc remet en cause les modèles pour l'évaluation du risque organisme aquatique, exposition de travailleurs riviens et l'absorption d'hermins. Il y a quelques petits points de tension. Donc tout ça pour en arriver à que, bon, on a un calendrier, mais on a vu que les calendriers ne sont pas à l'abri de retard, de report, de changement de décision. Donc on verra ce qui se passe déjà en avril-mai 2017. À ce jour, d'après les conclusions qu'on a eues sur les divers rapports, on ne trouve nulle part la mention de moyenne lycée sur 5 ans ou sur plusieurs années. Et on voit quand même beaucoup ce 4 kg par hectare et par an apparaître. Bon, la profession se mobilise. Dès 2014, l'ITAB et l'IAV ont dressé un argumentaire pour maintenir les doses actuelles. Bon, la profession se mobilise, mais actuellement, dans les organismes officiels, on n'est pas sur cette même ligne. Et donc, de toute façon, jusqu'à nouvel ordre, rien ne bouge. Donc, vous pouvez utiliser les produits suivant leur étiquette. On voit pour le cuivre, j'espère ne pas vous avoir trop assommé. Juste pour vous évoquer rapidement donc, les substances actives naturelles qui sont arrivées l'année dernière. Peut-on les utiliser en bio ou pas? Donc on a le Beluca, donc, qui est un produit donc, à base d'acide pélargonique qui est autorisé pour désherbage et épamprage. Donc pas autorisé en bio pour la simple et bonne raison que les herbicides ne sont pas autorisés en bio. Donc ça ne rentre pas dans la case. Le Bastide Blason, c'est les deux noms du produit distribué par Syngenta, et Messager quand c'est distribué par Geoffrey Driot. Donc c'est un produit stimulateur de défense naturelle à base de Kosoga. Donc c'est un mélange d'algues et de pelures de pommes. Donc actif sur oïdium et mildiou. À ce jour, il n'est pas autorisé en bio, mais j'ai eu la confirmation par Syngenta hier qu'ils ont fait les démarches pour le faire inscrire sur la liste. Donc ils attendent le retour. Ensuite, il y a un produit, donc il y a 3 noms, Mevalon, Yato, Nirka de Sumi Agro, qui est un ensemble de terpènes, eugénol, géranium et thym, qui est homologué contre botrytis. Donc là, non plus, pas autorisé en bio à ce jour. Et là, j'ai pas d'informations sur la volonté ou pas de la firme de le faire autoriser en bio ou pas. Ensuite, on passe aux produits autorisés. On a le Socal Sciarbio, donc d'Acrisynergie, qui est de la base-calinite calcinée. Donc il a été autorisé sur cicadelle verte l'année dernière, décembre, donc c'est assez récent. Et après l'ortie, qui jusqu'à présent n'était pas autorisée en tant que substance de base, aussi bizarre que ça puisse paraître, a été approuvé le 10 mars 2017. Donc feu vert sur l'ortie en tant que substance de base. Voilà, je vous remercie.